L'invité de Smart Impact, c'est Laurence Suprano. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente d'Axis, cabinet de conseil pour la transformation durable. Je veux bien que vous présentiez Axis en quelques mots. Merci Thomas de m'accueillir sur ce plateau. Donc Axis est une société de conseil indépendante qui accompagne les transformations plutôt des grandes entreprises pour relever les défis environnementaux, sociétaux et technologiques. Qui existe depuis une quarantaine d'années, vous me disiez ça avant que l'interview démarre. Les enjeux, on va beaucoup parler évidemment d'environnement, pas seulement, mais de sobriété et d'intelligence artificielle. Mais l'impératif environnemental, finalement, depuis quand il prend beaucoup de place dans les conseils et dans ce que vous demandent vos clients? Alors, je dirais depuis une dizaine d'années, et de manière beaucoup plus accrue post-Covid, depuis le début des années 2020, avec une prise de conscience plus importante finalement de l'impact des limites planétaires sur leur modèle économique. Et donc c'est vraiment ce sujet-là qui aujourd'hui est une vraie préoccupation pour les grandes entreprises que nous accompagnons. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de retour en arrière, là, de coup de frein, parce que c'est vrai que voilà, il y a un contexte géopolitique international, américain, européen, qui fait que, puis tout simplement la loi Omnibus au niveau européen, les impératifs de la CSRD qui sont en train de se réduire. Si on est chef d'entreprise, qu'on se dit il faut que je pense mon avenir en fonction des limites planétaires, c'est pas parce que la réglementation change que je change, ou quand même on se dit je suis moins pressé. Alors, certes, je pense que le contexte économique crée des turbulences, finalement oblige les entreprises à se concentrer sur le court terme. C'est une certitude. La baisse de la pression réglementaire avec la loi Omnibus a aussi finalement mis un coup d'arrêt à certains projets réglementaires, justement. Pour autant, la plupart des grandes entreprises, et essentiellement aussi dans le secteur industriel, lorsque les tensions sur les ressources sont importantes, continuent de penser RSE et écologie dans une logique où finalement ils vont rechercher au travers de la RSE de la performance et de concilier la RSE comme un levier aussi de la performance de leur entreprise. Alors, on va beaucoup parler de sobriété. Vous dites, la sobriété ne doit pas être vécue comme une contrainte, mais comme une stratégie. Ça rejoint ce qu'on vient de se dire. Et en quoi ça peut changer cette approche, la façon d'envisager la transformation d'une entreprise, la sobriété? Tout à fait. Alors, la sobriété, c'est finalement un levier pour anticiper finalement les tensions auxquelles les entreprises sont confrontées sur leurs ressources, sur les consommations électriques, sur la transition énergétique qu'elles sont tenues d'opérer. Donc c'est vraiment un moyen de rechercher de l'efficience et je dirais de faire mieux avec moins. Vous avez créé un néologisme, vous parlez de sobrétique. J'aime bien les néologismes, donc c'est quoi? Alors je comprends bien ce que vous voulez dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot? Alors il y a le fait de à la fois mêler sobriété, frugalité et aussi responsabilité. C'est-à-dire lorsqu'on va utiliser une technologie ou un levier pour se transformer, de concilier ces deux sujets, la capacité à rechercher une forme de frugalité tout en étant éthiquement responsable. C'est notamment le cas avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est un vrai sujet aujourd'hui, finalement, d'être conscient des impacts d'une technologie pour mener cette transformation. Alors oui, mais alors si on parle d'intelligence artificielle, il faut quand même peut-être d'abord parler de son bilan carbone, quoi. C'est-à-dire que c'est une industrie énergivore déjà aujourd'hui, et sa vitesse de développement est telle qu'elle le sera. Enfin, j'ai même du mal à imaginer à quel point elle sera énergivore, l'intelligence artificielle. Alors c'est quand même un peu l'éléphant dans la pièce, quoi. Tout à fait. C'est un des éléments dont il faut que les entreprises prennent conscience. À la fois dans l'utilisation et la croissance exponentielle de l'usage de l'IA. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est plus de 800 millions d'utilisations hebdomadaires, donc ce qui est quand même énorme pour une technologie qui est née il y a moins de 3 ans. C'est aussi des consommations énergétiques
très forte. On sait qu'une requête dans ChatGPT, c'est 10 fois la consommation électrique d'une requête faite dans sur Google. un moteur de recherche classique. Voilà, tout à fait. Mmh. Et donc, ce qui veut dire qu'on peut peut-être nous se poser la question de on devrait être éduqué à l'utilisation de l'intelligence artificielle et générative, c'est-à-dire où est-ce qu'on en a vraiment besoin. Tout à fait. Bon, bref. Tout à fait. Je dis ça, je fais passer le message, tiens. Mais c'est tout à fait ça. Et c'est vraiment, pour nous, un levier de progrès important. Donc il faut s'approprier les opportunités, mais aussi être en mesure d'en comprendre les impacts. Oui, effectivement. Donc j'ai commencé par ça, parce que vous pensez aussi que c'est un levier de sobriété. Et alors, je trouve, ça m'intéresse vraiment de savoir comment vous le justifiez, parce que on vient de se dire que ça va consommer de plus en plus d'électricité et d'énergie, mais c'est un levier de sobriété. Comment ? Alors, je vais vous donner un exemple. L'exemple de l'entreprise Veolia, par exemple, sur le traitement des eaux usées, qui est une de ses activités majeures. Pour retraiter les eaux usées, il faut pouvoir aérer les eaux usées. L'aération, ce processus d'aération est extrêmement énergivore. Et donc Veolia a mis en œuvre une intelligence artificielle qui permet de lancer ce processus d'aération des eaux au moment précis où les eaux arrivent en grande quantité et où l'énergie est la moins consommatrice. Et de ce fait, ils ont démontré qu'ils pouvaient gagner jusqu'à 10% de consommation de gains et jusqu'à 6% d'émissions de CO2. Donc ça, c'est grâce à l'IA. Grâce à l'IA. Et l'IA, dans tout ça, consomme, elle, moins de 1% des gains obtenus. Donc l'impact positif net est là, est bien réel. Et donc, c'est à chaque fois cette question de l'usage. Est-ce que l'IA va m'apporter, dans un rapport coût-bénéfice, plus de bénéfices que de coûts? Et quand on parle de bénéfices, je ne parle pas uniquement, bien sûr, de bénéfices économiques. C'est le bénéfice écologique, humain et éthique aussi. Et donc, c'est cette appréciation globale qui permet de dire, finalement, j'arrive à générer plus de sobriété en utilisant cette technologie plutôt qu'une autre. Ça veut dire que avant d'utiliser l'IA de manière massive, il faudrait à chaque fois, au cas par cas, se dire voilà comment on va utiliser et s'assurer que elle crée plus de bénéfices qu'elle ne génère de consommation d'énergie, si je comprends bien, ou d'effets négatifs, quoi. Sauf qu'on le fait pas pour l'instant. Alors on le fait, ça dépend finalement des. Je caricature volontairement. Des stratégies. Je fais l'anti-IA primaire dans cette interview. Tout à fait. Mais tout est question aussi d'équilibre et de test. Souvent, les entreprises testent et éprouvent le concept, ce qu'on appelle un proof of concept, avant de se lancer, de passer à l'échelle. Et c'est via cette façon de faire que souvent on peut évaluer concrètement les gains et les coûts. Il y a beaucoup d'ailleurs de projets d'IA qui passent pas à l'échelle. Comment vous l'expliquez ? Et bien justement, c'est que finalement la capacité à mesurer les bénéfices que vont apporter les IA et surtout les IA génératives dans l'entreprise sont aujourd'hui encore très méconnues. On est plutôt dans une phase d'expérimentation, d'apprentissage de l'IA que sur une technologie mature. Je voudrais qu'on sorte de l'IA pour parler un peu de la stratégie RSE. À quel point, et là aussi je fais appel à un peu d'expérience, à quel point vous voyez la RSE s'intégrer à la stratégie de vos clients de plus en plus ? Alors, on le voit au travers de leur politique environnementale dans l'organisation. Par le passé, la RSE était un peu à côté. C'était des directions qui avaient en charge beaucoup de réglementaires, de reporting. Aujourd'hui, les entreprises intègrent finalement les processus RSE au cœur de leur processus métier. Typiquement, aujourd'hui, on accompagne une entreprise qui a décidé d'avoir un système de pilotage de sa performance totalement intégré, c'est-à-dire qui mêle le pilotage financier et le pilotage extra-financier. C'est plus quelque chose qui est à côté, c'est finalement une évaluation et un pilotage de la performance qui est fait de manière globale. Et des clients qui vous parlent d'économie régénérative, c'est-à-dire qui vont encore un peu plus loin, vous en avez de plus en plus ? Alors aujourd'hui, on en a quelques-uns. Je dirais que c'est plus un cap et une ambition qu'une réalité généralisée sur le terrain.
Les entreprises, on va dire, les plus matures sont plutôt à un stade contributif, c'est-à-dire qu'elles ont mis en place un système de pilotage de la performance globale. Des systèmes de minimisation de leurs impacts au strict minimum. Aller vers le régénératif, c'est vouloir prendre soin du vivant. C'est encore une ambition plus importante et plus difficile à atteindre. Dernier mot sur la loi Omnibus, le retour en arrière européen, notamment sur la réglementation CSRD, le bilan extra-financier, qui a quand même un effet domino pour les cabinets de conseil qui sont dans une période où ils souffrent, peut-être les plus gros d'ailleurs. Est-ce que c'est votre cas ? Alors on a quelques clients qui ont levé le pied sur la mise en place de la CSRD. Pour autant, ceux qui avaient engagé leur projet le mènent à terme. L'idée étant de pouvoir capitaliser sur le réglementaire pour justement grandir sur la partie écologique. Merci beaucoup Laurent Suprano et à bientôt sur Be Smart for Change.